Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Golf Plus le Mag. Et comme d'habitude, un invité dans cette émission. Cette semaine, il est propriétaire du golf de Saint-Omer. Il organise également l'un des plus gros tournois du Challenge Tour, la deuxième division européenne. Jean-Jacques Durand avec nous aujourd'hui. On va revenir sur toute l'actualité de la semaine, le sommaire. Le Tour européen pour commencer, comme l'an passé, c'est un Alexander qui s'est imposé en Chine. Alexander Björk succède à Alexander Levy. Retour dans quelques instants sur cette première victoire du Suédois sur le Tour européen. Orchel Percy, duo gagnant, la paire américaine a remporté le Zurich Classic, tournoi en double, une formule plébiscitée par les joueurs et sur laquelle on va revenir dans cette émission. Et puis dans ce Golf Plus le Mag, retour sur les bancs de l'école. En vue de la prochaine Ryder Cup, certains écoliers bénéficient d'un programme d'initiation. Son nom, Mon Carnet de Golf. Est-ce la solution pour casser les clichés et créer de nouveaux golfeurs? On se posera la question. Sur le plateau de Golf Plus le Mag cette semaine, Cyril Bougot et Thierry David. Salut messieurs. Salut Pauline. En face de vous, Julien Xantopoulos. Salut Julien. Pauline. Et notre invité Jean-Jacques Durand, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonjour Pauline. Je le disais en introduction, vous êtes donc propriétaire du golf de Saint-Omer, organisateur également du Hauts-de-France Golf Open. C'est l'un des 4 tournois du Challenge Tour qui se passe en France. La prochaine édition, c'est du 14 au 17 juin prochain. Ce sera la 22e édition. Et Tout oui, à fait. déjà Jean-Jacques. Vous avez l'habitude maintenant d'organiser ce tournoi. Quand on se rapproche comme ça de la date, il y a toujours la même excitation, un peu d'appréhension. Vous êtes dans quel état d'esprit? Non, pas franchement. J'ai une très bonne équipe et ils font tout le travail. Oh, vous êtes serein donc. Totalement. Cool. Vous êtes entré dans une certaine routine après 22 éditions ou à chaque fois c'est une nouvelle aventure? C'est toujours une nouvelle aventure parce que d'abord il y a l'état du terrain. Bon, là on n'est pas très inquiet parce qu'il est très bon pour l'instant. La météo. La météo n'est pas forcément clémente. On est dans les Hauts-de-France. Quelquefois, il y a un petit peu de vent. Quelquefois, il pleut. Mais ce sont les Anglais qui nous envoient ça. Donc, on essaye de les mettre un peu au calme pour qu'on puisse jouer correctement. Donc là, tous les soirs, vous priez les dieux de la météo jusqu'au mois de juin. Tout à fait. C'est ça. Vous l'avez dit, le parcours a bien passé l'hiver. Dans l'organisation, sinon, vous en êtes où? L'organisation, on a eu ce week-end le Pas-de-Calais Handi Golf. Et ils ont tous été satisfaits de l'état du terrain. Heureusement, depuis 15 jours, il a fait un peu plus chaud, il a moins plu, donc le fairway s'est densifié. Et les greens, ils les ont trouvés très bons parce qu'on fait depuis des années des traitements avec des levures et des éléments organiques qui fortifient l'herbe des greens. On va revenir justement sur cette compétition dont vous parliez, le Pas-de-Calais Handi Golf Open. D'abord, l'actualité de la semaine sur le Tour européen. Les joueurs étaient en Chine cette semaine et Alexander Björk succède à Alexander Levy. Oui, c'est dans cet ordre-là. Vous étiez devant votre télé, Jean-Jacques? Non, parce que j'étais pas très en forme. Et donc, il fallait que je puisse au moins faire la remise des prix hier après-midi. Donc, j'ai laissé travailler l'équipe. Eh bien, ça tombe bien, justement. Séance de rattrapage pour vous, les images, les temps forts compilés par Hugo Abadi aux commentaires, Romain Bouchenot et Jeff Luquin. Sur le trou numéro 8. Un peu plus de 220 mètres, drapeau. Il lâche encore le club. La spéciale qui fonctionne. On va voir si ça marche une nouvelle fois. Ah bah, Et voilà. d'accord. Idéalement placé. Oh, elle est belle. Allez. Oh, le 3. Quel chip. Et on le sentait, il a eu un peu de chance en tout cas sur ses 2 premiers coups. Oh, Et c'est pété franchement, c'est offensif. Voilà. Et le voici à -7. Jason Scribner, le deuxième coup sur ce trou numéro 5. Il a fait une très belle mise en jeu. Allez, 100 mètres. Coup de sandwich. Allez, petit backspin. Et ça peut rentrer. Ah là. Voilà, vous l'annonciez. Voilà. Bien fait, hein. Très bien fait. Oui.
devrait le faire. Oh, le 4 qui fait. Et pour rejoindre Matoilas en tête. Et c'est pour continuer la série. Et continuer la série. Allez, un bon 4,50 m. Ah ouais. Ah, et puis c'est franc, il l'attaque. C'est superbe ce qu'est en train de faire Adrian Otaegui. 5 birdies de suite. Peut être très important pour Julien Guéry. Et il le fait. Superbe. Ça vaut tous les birdies du monde. Ouais. Gauche du trou. Ouais, bien celle-là. Allez, break. Allez, allez belle. Monstrueux. Celle-là. Ouais, on la voyait finir 1 mètre à gauche du trou. Allez, avance. Allez. Mais oui. excellent. Mais quel coup. 4. Une petite chance, à mon avis, de play-off. Peut-être. Il est costaud, énorme. Ah, il peut serrer le point. Et il rend la même carte que Lucas Bjerregaard. -8, 64 aujourd'hui. Et -16 au total. Campillo y est justement. Oui. Sur le 15, il a fait une très bonne mise en jeu. Là, il a un chip en montée. Ah, il fallait coller le drapeau. Allez, avance. Ah. Ah. Mais non. Et mais non, il n'a même pas collé le drapeau, il l'a rentré. Et le voici co-leader à -16. Quel coup. Allez. Ah oui. C'est un diable aujourd'hui il est violent. sur les greens. Il ne manque rien. Quelle journée. Quelle journée. Un petit peu fébrile sur le dernier trou. Mais il joue quand même -7. Si la balle ne tombe pas, Alexander Björk remportera le premier tournoi de sa carrière. Allez, un petit peu gratté. Eh bien voilà, c'est fait. Le Suédois qui l'emporte. Avec au minimum un coup d'avance. Alexander Björk donc, qui s'impose sur ce Volvo China Open. Alors on a rarement eu l'occasion de parler de lui dans Golf Plus le Mag, puisqu'on l'a dit, c'est sa première victoire sur le Tour européen. On va faire un peu connaissance avec lui. Cyril, vous le connaissez un peu, Jean-Jacques, il a joué votre tournoi, on va en reparler, parce qu'il vient du Challenge Tour justement, le Suédois. Oui, alors il porte le même nom qu'Alexander Levy, le même prénom en tout cas, et il a le même âge qu'Alexander Levy, 27 ans pour Alexander Björk, qui s'impose donc le Suédois dans ce tournoi. Première victoire sur le circuit européen, on l'a entendu dans le sujet. Il avait déjà gagné sur le Challenge Tour. Alors, c'était pas les Hauts-de-France, Jean-Jacques, c'était au Vaudreuil en 2016. Et il a terminé aussi 43e l'an dernier de la Race to Dubai. Donc, ça veut dire quand même que c'est un joueur qui a réussi à s'installer la saison dernière pour sa première saison sur le Tour européen et qui est en train de monter en puissance. Vous le connaissez, Jean-Jacques Durand? Il avait joué votre tournoi en 2014, Alexander Björk. Oui, ils sont quand même un certain nombre. Bon, je parle pas le suédois. Donc, j'ai pas pu communiquer beaucoup avec lui. Non, mais je me souviens qu'il est venu. Vous savez, ils sont, depuis le début du tournoi, je pense qu'il y a 1200 professionnels qui sont passés par Saint-Omer. Donc, je me souviens pas de tous et je ne connais pas leur vie privée à tous. Pourtant, vous avez de la mémoire, Jean-Jacques Durand. Alexander Björk, sur sa lancée, il était 3e la semaine dernière au trophée Hassan II. Et qui poursuit donc avec cette première victoire, Thierry. Oui, c'est une belle semaine pour Alexander Björk qui va se replacer dans la Race to Dubai, qui va se replacer également dans le classement Ryder Cup, on en reparlera tout à l'heure. C'est une bonne surprise parce qu'on le disait, c'est une première victoire pour ce garçon, mais il a quand même une régularité qui lui permet d'avoir des ambitions assez hautes et puis surtout de nous rappeler que les Nordiques et les Suédois en particulier sont vraiment là. C'est un Suédois auquel on n'était pas habitué, il va falloir s'habituer à son nom. De grosses ambitions, c'est son 4e top 10 cette saison pour Björk. Julien, vous le voyez regagner, là c'est une première victoire, mais vous le voyez récidiver? Dans la saison, oui, pourquoi pas.
Déjà, la prochaine étape, je pense, ça serait de passer un cap sur les gros tournois, sur les Rolex Series, sur ce type d'épreuve, pour un petit peu amplifier le palmarès. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été pour l'instant très, très régulier. Et sincèrement, vu son niveau de jeu global, il est 5e sur les strokes gain pour le Tour européen sur les attaques de green. Donc franchement, il est très bon et c'est une victoire complètement méritée. Julien, vous gardez la main. On voulait revenir avec vous sur sa stratégie, son choix au trou 18. On s'était déjà arrêté là-dessus la semaine dernière avec Alexander Levy au trophée Hassan II. La même chose, choix assez conservateur justement sur ce trou 18 le dimanche. C'est vrai qu'on a souvent en tête d'être très offensif pour aller gagner un tournoi du Tour européen. C'est le cas évidemment sur certains trous, mais là, on va pouvoir le découvrir. On est sur un par 5, on est au trou numéro 18. Otaegui vient de faire 3 putts au 17. Les choses sont encore très serrées et malgré vraiment cette proximité entre tous les joueurs, eh bien, il va choisir de jouer un coup de bois 3 sur un trou de 460 mètres, donc il aurait pu toucher en 2. Et puis ensuite, discussion avec le cadet. Là, on voit parfaitement le trou. Le green, c'est la zone bleue tout au fond. On a à peu près 230 mètres, 220 mètres pour aller toucher le green. Et puis cette zone qui se situe à 80 mètres du green, que l'on va atteindre avec un coup d'à peu près 140 mètres. C'est le choix qu'il va faire, alors qu'encore une fois, il a vraiment peu d'écart et il pouvait avoir l'opportunité de créer la différence en allant signer un eagle ou un birdie. Eh bien, on joue les choses plutôt sagement. C'est une bonne chose, évidemment, surtout quand on voit un peu la configuration du trou, parce que là, sur la partie gauche, vous avez cet obstacle d'eau, donc partie droite quand on est dans le sens du trou. Ces 2 bunkers qui peuvent, au cas où la balle reste dans le sable, laisser une grande sortie de bunker. Et puis cette zone à peu près à 80 mètres du drapeau qui est vraiment idéale parce qu'elle est très large. Derrière, on a un coup de wedge. Quand on connaît le niveau des joueurs, en général, on ne loupe pas le green et même parfois on se rapproche fortement du drapeau. Mais là, encore une fois, on voit qu'il a un choix assez calme. Il joue par le milieu du green. 2 putts pour suivre et puis un par qu'il met dans une position de force. C'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la même stratégie qu'a employé Alexander Levy la semaine dernière, alors qu'il y avait la possibilité d'aller chercher le green, mais on préfère se donner l'opportunité de signer un birdie avec son coup de wedge plutôt que de prendre trop de risques. C'est quoi? C'est de la prudence, de la sagesse, comme l'a dit Julien, de la maturité aussi, peut-être, de la part de ces joueurs, à un moment stratégique. Ouais, je crois que c'est bien de savoir rester sage lorsqu'on a les choses en main, lorsqu'on a le tournoi dans la main, d'être capable d'aller le chercher sans prendre trop de risques. Bon, là, on va quand même noter que ce n'est pas le coup de wedge de l'année qu'il a mis, le garçon, parce qu'il est quand même à 10-12 mètres, il était à 80 mètres, c'est vraiment pas son meilleur. Mais effectivement, il faut savoir rester sage. Et puis, lorsque l'on n'est pas attaqué et acculé, comme c'était le cas ce week-end, on peut rester court et jouer en régulation. Cyril ? Il faut juste savoir gagner, en fait, c'est ce qu'il a fait, Alexander Björk, et c'est ce qu'a fait Alexander Levy la semaine dernière. Voilà, il faut avoir la tête sur les épaules à un moment donné, avoir du sang-froid. Et je trouve que les jeunes joueurs sont de plus en plus capables, justement, d'avoir ce recul nécessaire pour aborder stratégiquement correctement les parcours. Le recul nécessaire, et aussi, vous l'avez souligné, Julien, le rôle dans ces moments-là du cadet. On l'avait vu la semaine dernière, Alexander Levy avec son cadet Tom Eiling, qui a été essentiel dans cette décision. Primordial. Quand il y a une victoire en jeu, c'est vrai que le caddie a un rôle vraiment extrêmement important pour essayer de bien aiguiller le joueur. Je me rappelle de Patrick Reed qui, lorsqu'il avait gagné son premier championnat du monde, avait joué le dernier trou qui était un par 4 de Gleg gauche avec une pièce d'eau sur la gauche. On les revoit là, ces images d'Alexander Levy en pleine discussion justement avec Tom Eiling. Oui, c'est hyper important parce que c'est dans ces moments-là aussi qu'on construit la confiance dans le binôme. Et sur les grosses épreuves type majeur, quand vous pouvez vous servir d'exemples comme ceux qui ont été faits sur les dernières semaines, eh bien, ça construit vraiment une belle entente entre les deux et on a plus de confiance. Vous, sur votre parcours de Saint-Omer, Jean-Jacques Durand, vous conseillez quoi? De jouer agressif ou plutôt prudent? Il faut être très humble. Non, le parcours est relativement compliqué, très technique. Et je pense que pour arriver à scorer sur ce parcours, il faut savoir essayer de jouer sous tous les trous pour avoir un putt en montée qui, je dirais, qui est plus facile, plus évident et qui prend moins. Augusta. Oui. Non, mais un peu comme ça. Bon, je ne veux pas faire la comparaison, mais simplement, Julien qui a joué à Saint-Omer sait qu'il y a certains trous. Si on pousse un peu trop la balle en descente, on ne la revoit plus. Hein. Ouais, vous confirmez, Julien? Ouais, moi je trouve que c'est un parcours qui est extrêmement complet. Et j'ai toujours eu le sentiment quand je suis venu faire cette épreuve que le vainqueur à la fin de la semaine, ça serait le meilleur. Parce que mentalement éprouvant, c'est un parcours qui demande beaucoup de concentration,
techniquement éprouvant parce qu'on a beaucoup de lies différents, des trajectoires de balles qui peuvent être différentes. Le vent tourne beaucoup, les greens, comme l'a expliqué parfaitement Jean-Jacques, il y a beaucoup de pentes, donc il faut se mettre en dessous des drapeaux. Et pour se mettre en dessous des drapeaux, il faut être précis. Bref, moi je trouve que c'est vraiment un parcours qui... Il faut être bon, quoi. Il faut être bon dans tous les domaines, physique, il faut être bon. Cyril. Il y a un finish surtout, Jean-Jacques, qui est très très compliqué là. Le finish est assez compliqué. On vient de le modifier. Où on a fait, sur le 18, on a agrandi la partie basse du green qui est à l'avant. D'accord. Pour pouvoir mettre une position de drapeau supplémentaire et un petit peu compliqué. On va parler dans quelques instants de votre tournoi. Avant ça, le programme de la semaine sur le Tour européen, le Golf Sixes, la 2e édition. Oui, ça se passe à Londres, effectivement, ce Golf Sixes, dans un format match-play par équipe et par pays. Donc c'est assez sympathique, sur 6 trous. Côté français, on aura Romain Wattel et Mike Lorenzo Vera qui seront nos représentants. Alors il y a d'abord des matchs de poule, puis des éliminations directes à partir des quarts de finale. Les vainqueurs, on les voit. L'an dernier, c'était la paire danoise, Torbjørn Olesen et Lucas Bjerregaard, donc qui avaient représenté leur pays et qui avaient réussi à l'emporter pour cette première édition. Les horaires, attention, ça ne se joue que le week-end. Attention, il faut bien noter les horaires. Ce sera du samedi au dimanche et donc de 13h à 19h le samedi, dimanche 13h30, 19h. Et ce seront Steven Boulet et Sophie Giquel-Bétan qui seront aux commentaires. Et c'est bien noté pour ces horaires, Cyril Bougot. Jean-Jacques Durand, on le rappelle, donc vous êtes propriétaire du Golf de Saint-Omer, organisateur du Hauts-de-France Golf Open, tournoi du Challenge Tour. Qu'est-ce qui vous a amené, il y a maintenant plus de 20 ans, on l'a dit, c'est la 22e édition, à lancer ce tournoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que je suis tombé à côté de la marmite quand j'étais petit, puisque ma mère a été 3 fois championne de France, et qu'on était à Ardolo et on se demandait si il allait y avoir des changements ou pas. Donc un été, j'ai cherché entre Lille et Ardolo et je suis tombé sur un terrain. Et c'était relativement simple puisqu'il n'y avait que 117 parcelles de terre. Il y avait 27 propriétaires, 27 locataires. Comme la cristallerie d'Arc où je travaillais à l'époque marchait bien, mon père m'a dit écoute, vas-y, tant que ça va bien, vas-y. De toute façon, il te faudra 3 ans. On a mis 3 mois pour tout négocier. Donc on s'est dit on va faire quelque chose. Et comme ma mère m'avait demandé, on a fait quelque chose qui n'était pas une saleté. Et votre maman, vous le disiez, vous êtes tombé dans le golf tout petit, votre maman qui a joué jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à un âge très avancé. J'ai joué la dernière compétition de club avec elle, elle avait 95 ans. Et elle trouvait que je lui avais acheté des mauvais clubs parce qu'on avait fait un fitting, je dirais, l'année d'avant. Et alors avec ses fer 7 et fer 9, elle dépassait les greens, elle disait ça va plus du tout, j'y arrive plus. Pour revenir sur votre tournoi du Challenge Tour, il était co-sanctionné un Challenge Tour, donc 2e division et Tour européen 1re division de 2003 à 2014. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un tournoi comme le vôtre, c'est une ambition, ce sera intéressant en tout cas d'ambitionner le retour au Tour européen? Je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé parce que de toute façon, on est un tournoi, on est un tremplin, si vous voulez. Je vous ai dit qu'il y avait 1200 pros qui sont venus jouer, mais il y a énormément de jeunes, si vous voulez, qui ont gagné à Saint-Omer, qui sont maintenant sur le Tour européen. Et en plus, je dirais, le fait de descendre du Tour européen Challenge Tour nous a quand même fait faire quelques économies pour avoir le même champ de joueurs. Puisque de toute façon, je crois que le champ de joueurs a beaucoup augmenté depuis 20 ans. Et ils viennent tous et ils pleurent tous pour venir. Alors de temps en temps, on a quelques vieilles gloires qui demandent à revenir, mais ça, c'est pas plus difficile à accepter, mais c'est pas forcément plus facile pour eux. Thierry, vous vouliez Il faut dire que Jean-Jacques a la chance d'avoir une bonne date dans le calendrier puisqu'il tombe en même temps que l'US Open et qu'il n'y a pas de tournoi de European Tour en face. Et effectivement, il est le tournoi principal en Europe cette semaine-là. Donc avec un bon champ de joueurs et puis des beaux vainqueurs en général. Donc, oui, mais ceci étant dit, j'ai quand même un regret, c'est que de n'avoir jamais obtenu de la part des Français qui jouent sur le Tour européen de venir faire la promotion du tournoi. Parce que... Ça, c'est un message que vous lancez dans le golf. De toute façon, j'ai essayé. Je leur ai dit, je ne vous demande pas de venir tous les 10, mais qu'il y en ait un, et ça vous viendrez une fois tous les 10 ans. Et vous viendrez faire la promotion du tournoi, mais je n'ai jamais réussi à l'obtenir. Ce serait quoi, alors, du coup, l'ambition? Faire venir donc des Français du Tour européen pour la promotion, mais il y a autre chose pour vous? Je pense que, si vous voulez, ce parcours vaut la peine d'être joué.
il est relativement difficile, mais il peut servir de promotion pour la région. Parce qu'on est quand même, touristiquement parlant, au sud de l'Angleterre, où vous n'avez que 265 parcours de golf au sud de Londres. Donc il y a une destination, si vous voulez. Et donc il faut qu'on s'en serve. Vous parliez à l'instant des joueurs français du Tour européen. On va en parler justement tout de suite. C'est l'actu des Français. Et dans quelques instants, on va parler de Julien Guerrier qui a remporté votre tournoi l'année dernière. Avant ça, on démarre par Alexander Lévy. C'était le tenant du titre en Chine et c'est lui qui termine premier français cette semaine. 3 cartes sous les 70 effectivement pour Alexander Lévy, le tenant du titre, vous l'avez dit. Seule carte au-dessus des 70, elle a été réalisée le vendredi. Le Français était malade pour la deuxième journée, malheureusement pour lui. Il n'a pas vraiment pu jouer son meilleur golf. En tout cas, belle semaine pour le Varois. Qui, donc, après son succès au Maroc la semaine précédente, enchaîne malgré tout les bonnes performances. Il termine 14e de ce Volvo China Open. Ouais, Cyril vient de le dire, hein, Thierry, 2 très très belles semaines pour Alexander Lévy. La victoire au Maroc et là une 14e place. Il y a une chose pour moi à noter qui est importante vis-à-vis de la prestation d'Alexander Lévy, et je parle sous le contrôle de Julien. C'est cette carte qui est moins bonne. Effectivement, il était malade. C'était le deuxième jour. Vous avez 80% des joueurs qui, après une carte comme ça, auraient lâché l'affaire. Lui, non. Auraient laissé couler en se disant « Allez, je ne vais pas faire le cut, je rentre à la maison, je me repose, j'ai gagné la semaine dernière et je vais me préparer pour la suite. » Lui, non. Il a commencé sa journée de façon catastrophique, double bogey, bogey, double bogey. Et ben, il s'est battu, il a accroché le cut et derrière, il a fait -7 le troisième jour. Et ça, c'est, je dirais, représentatif d'un état d'esprit qui, je ne vais pas dire qui est assez nouveau, mais qui en tout cas fait du bien dans l'état d'esprit du golf français. Et ça rejoint peut-être ce qu'on lui demandait la semaine dernière sur notre plateau au Maroc, peut-être cette maturité aussi qu'il a gagnée. Oui, maturité, motivation, il vit dans un environnement sportif qui est différent maintenant. Il côtoie de très très grands joueurs et je pense que forcément il voit les choses différemment. C'est une évolution de sa carrière qui est très positive avec une évolution de sa mentalité. Et je trouve ça effectivement très intéressant pour la suite de la saison et puis la suite de sa carrière. Ouais. Alors pas de golf Sixes pour lui cette semaine en Angleterre. Semaine de préparation aux Players. C'est pas ce week-end, c'est le week-end suivant, le Players. Il y a un gros enjeu évidemment pour Alexander Lévy. Ouais, là, on est dans la catégorie de tournoi qui lui donne un peu de difficulté. C'est vrai que pour l'instant, sur les majeurs, sur les tournois de championnat du monde, le Players, on va voir ce que ça donne. Il n'arrive pas à poser son jeu. C'est pas que son jeu soit pas suffisamment bon pour faire de bons résultats, c'est juste qu'il n'arrive pas encore à trouver le rythme, à trouver sa place sur ce type de tournoi. Là, ça va être un vrai test. Ça va être un test et puis voilà, après, il ne faut pas le prendre comme une finalité. Ouais. C'est un test, mais c'est aussi j'ai envie de dire, une évolution dans une carrière. Petit à petit, poser les choses, essayer d'amener quelques éléments de ce qu'il fait très bien déjà sur le Tour européen, sur ce type d'épreuve, et puis monter en puissance. Il ne faut pas que ce soit, alors ça sera une pression évidemment, il ne faut pas que ce soit une mauvaise pression. Il faut que ce soit une très bonne pression pour aller chercher d'autres choses. Effectivement, il va être attendu la semaine prochaine aux Players. On va tous scruter son résultat et la façon de se comporter vis-à-vis des 50 meilleurs joueurs mondiaux. On va voir un petit peu comment il est. Mais il faut que ce soit une bonne pression et qu'il s'en serve de ça. Alexander Lévy qui reste 47e au classement mondial, 14e donc cette semaine en Chine. Derrière, on retrouve Julien Guerrier, ça va aller Cyril, petite quinte de tout. Julien Guerrier, donc, deuxième meilleur français. Oui, -11, score final pour Julien Guerrier. Dommage qu'il ait eu une journée moins bonne, mais lui c'était le dimanche. Carte de 72 pour cette dernière journée. Avec un double au 18. Il avance encore un petit peu plus vers le fait de conserver sa carte. Le joueur coaché par Jeff Luquin termine 20e du tournoi. Il a gagné votre tournoi l'an dernier, Jean-Jacques Durand. Vous gardez un œil justement sur les Français ou sur les gagnants tout simplement de votre tournoi? Ah oui, on les surveille. Si on pouvait avoir encore un Français, je pense que ça pourrait servir, je dirais, pour la promotion du golf. Je pense que les gens ont aimé. Il l'a joué, je pense que c'est 5 ou 6 fois. Au début, il a eu quelques problèmes. Je ne dis pas qu'il a été remis en place par ma mère parce qu'il a dû jouer un programme avec elle. mais je pense qu'il aime bien ce terrain. Et il a dit d'ailleurs qu'il avait réussi à rester, je dirais, calme et humble et à jouer trou par trou sans vouloir forcer le destin.
On s'est souvent posé la question dans Golf Plus le Mag de savoir si le Challenge Tour préparait bien au Tour européen. Là, c'est un très beau début de saison pour Julien Guerrier. Est-ce que pour vous, ça va dans ce sens-là, justement? Est-ce que c'est un exemple du fait que le Challenge Tour prépare au Tour européen derrière? Je pense que c'est un très bon exemple parce qu'il a réussi à mettre dans son jeu ou dans sa préparation tous les ingrédients qu'il fallait. Parce que les premières fois, il ne passait pas le cut. Est-ce qu'il était un peu trop impulsif ou qu'il n'avait pas voulu être humble avec le terrain? Je ne sais pas. Ce que je ne lui ai pas demandé, mais je pense que c'est un très très bon exemple. Julien? Oui, de toute façon, quand on regarde les exemples, le Challenge Tour, il a formé de grands joueurs. Il y a Fleetwood qui a gagné, il y a Hahn. Björk cette semaine. Björk, voilà. Donc clairement, c'est une bonne école. Après, on a un petit peu moins de réussite entre les joueurs français. Là, Julien, c'est un contre-exemple, mais entre ceux qui sont très très bons sur le Challenge Tour et après comment ils convertissent les choses sur le Tour européen. Mais d'une manière générale, c'est un excellent circuit parce que ça vous apprend à gagner, à gérer vos saisons. Là, en plus, sur un parcours difficile, ça vous oblige à avoir une certaine qualité de jeu, au-delà d'une certaine mentalité. Donc, ouais, il y a forcément de bonnes choses. Jean-Jacques, une réaction, non? Je vais prendre un seul exemple d'un garçon qui est très sympathique, c'est Nicolas Colsaert. Je crois qu'il est venu 4 ou 5 fois et je pense que lui fait partie des impulsifs. Bon, il n'a jamais passé le cut, alors que je pense qu'il est hyper doué. Ah oui, ça c'est clairement un joueur très très doué. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une mentalité à avoir sur ce parcours. Et à l'inverse, un joueur qui est normalement très agressif comme José-Philippe Lima, sur le parcours de Saint-Omer, arrive à bien s'en sortir, à faire de bonnes choses, à bien sentir le parcours. On va parler d'un autre Français pour boucler cette actu des Français. Un Français qui peut-être jouera sur le Challenge Tour dans les saisons à venir. Oui. Et qui est des Hauts-de-France. Et qui est de votre région, exactement. C'est Mathieu de Cotigny-Lafont qui a gagné sur la 3e division sur le Pro Golf Tour cette semaine. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper quand je vais prononcer le nom du tournoi. Le Hochschlag Open, c'est en Autriche. Le jeune tricolore l'a emporté avec un coup d'avance sur son dauphin. Il passe également 7e de l'ordre du mérite de ce Pro Golf Tour. On rappelle que les 5 premiers montent avec une catégorie pleine sur le Challenge Tour. C'est une nouvelle victoire française après celle de Romain Béchu et de Julien Depoyenne au Maroc. Ils ont tous les deux gagné, nos deux Français au Maroc. Et donc, ils gagnent en Autriche du côté de Mathieu de Cotigny-Lafont. Jean-Jacques, vous scrutez les Français, notamment en particulier des divisions inférieures qui pourraient jouer dans les années à venir votre tournoi? Par exemple, pour moi, c'est l'exemple type, Mathieu de Cotigny-Lafont. Je pense qu'il a beaucoup de qualités, mais il faut qu'on arrive à le maîtriser un peu. Dans quel sens? Il est encore relativement jeune, mais il est un peu tout fou et il a du mal à se contrôler. Et chez vous, ça ne pardonne pas. Et chez nous, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Voilà donc pour cette actu des Français, on a été complet. On passe maintenant au PGA Tour, tournoi en double. Cette semaine, le Zurich Classic et la paire gagnante, c'est Orchel Percy. Retour sur cette victoire en images. C'est compilé encore une fois par Hugo Abadi. On va reconnaître la douce voix de Cyril Bougot avec Arnaud Verhaeghe au commentaire. Et il est un petit peu enfermé, Matt Kuchar. Il est bien enfermé, il va sûrement faire une balle basse, à moins qu'il puisse passer au-dessus des arbres, on ne se rend pas compte s'il est vraiment proche. Il passe au-dessus. 153 mètres. Ah, magnifique. Magnifique ce coup de la part de Matt Kuchar. C'est un par 5, le trou numéro 11. Allez. Oh oui. Oh, la sortie de bunker là de Jason Day. Synonyme d'eagle donc. Allez, voilà Putnam qui a les pieds dans l'obstacle. Ouais, les mains en dessous du grip. Il a fait un très bon coup. Allons voir Scott Percy, petite approche à l'arrière du green. Et oui, remarquable. Voilà Scott Percy. Avec un drapeau qui est vraiment à l'entrée gauche. Le vent souffle de droite à gauche. Ah, c'est super. Ah oui. Ah. Kevin Kisner avec un wedge. Oh, regardez, c'est parfait. Allez. Non, le birdie est déjà fait. Oui.
classique cette petite approche roulée. Allez, oui, superbe. C'est classique et c'est surtout au fond du trou pour Andrew Putnam. Pour l'instant, ils sont parmi les meilleures équipes du jour. Scott Brown. Oh, la belle ligne. Excellent. Voilà, c'est fait. Très bon birdie réalisé par Andrew Putnam pour mettre son équipe à moins 19. Oh, la petite approche de Schwartzel qui touche le trou. Il va être très rapide parce qu'il y a le grain avec. Allez, allez, allez. Oh oui, quelle jolie ficelle. C'est un bon choix le putter depuis cette zone. Pour Tony Finau et le premier birdie du jour qui intervient sur ce trou numéro 4. Tout petit coup, là, un coup de wedge. Le bon coup de Charles Schwartzel. Oh, superbe. Chris Paisley sur le 18. Alors on a entendu la foule s'extasier il y a un instant. Est-ce que ce serait parce que Paisley a rentré son approche? Eh oui, Eh bien oui, eh ben magnifique. Voilà pourquoi on a entendu ces cris. Et félicité par Tommy Fleetwood. Et il y a de quoi. George avec un eye pas bon finalement. Et il s'en sort remarquablement bien. Regardez ça. Superbe. Très très bonne sortie de bunker. Et par-ci, faut pas faire n'importe quoi là. Faut bien assurer ce petit putt pour le par. Ouh là 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 là, c'était très très chaud ça aussi. C'était plus que limite, mais au final, ça va dans le trou et voilà, moins 22. Donc on a ici nos vainqueurs. Et oui, les nouveaux vainqueurs de ce Zurich Classic. Vous avez commenté, on vous a entendu Cyril, cette victoire elle est décrochée notamment grâce à la complémentarité entre Horschel et Percy. La complémentarité et la complicité aussi entre les deux garçons qui s'apprécient énormément. Ils sont amis depuis très très longtemps. Avant de jouer ensemble, ils se connaissaient, ils jouent régulièrement ensemble leurs parties d'entraînement. Donc voilà, il y a une complémentarité mais aussi une complicité à avoir dans ce type d'épreuve qui est vraiment primordiale si on veut performer. Julien, dans un format double, c'est la clé tout simplement? Oui, déjà, faut que si on prend le foursome, par exemple, il faut que le jeu s'accorde. Il faut que les deux joueurs aient des qualités qui soient éventuellement un peu différentes pour se compléter. Complémentaire, ouais. Complémentaire, exactement. Et puis ensuite, c'est vrai que l'état d'esprit doit être... alors, on n'est pas obligé de passer 18 trous à se marrer, à rigoler, parce qu'on a des doubles qui sont mythiques et dont les deux joueurs sont assez sobres. Mais il faut au moins que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est Lee Trevino, qui parle beaucoup, et l'autre qui est Nick Faldo, qui ne supporte pas ça, ça part en sucette. Mais si on a deux joueurs qui sont un peu dans la même façon de voir les choses, là, ça se passe bien. Cyril? Et surtout en foursome, Julien, il faut accepter les erreurs de l'autre. Ouais. Et ça, c'est pas facile. Ouais. Vous avez Je vous confirme. Vous avez joué, hein, justement, dans votre expérience, Julien, vous avez joué des compétitions par équipe, la Gounouillou, par exemple. Ouais. Parlez-nous-en. Ouais, en fait, c'est pour ça que la complicité est hyper importante. Parce que de toute façon, par la force des choses dans ce sport, on loupe des coups. Et quand vous entendez mal avec un joueur, que ce soit en équipe de France, en Gounouillou ou autre, ou en Ryder Cup, je ne l'ai pas faite évidemment, mais c'est la même chose, c'est la même mentalité. C'est-à-dire que si on s'entend mal avec la personne et qu'il commence à vous louper 2-3 coups, que vous n'aimez pas la réaction qu'il a quand il commence à louper, ça part vite au clash. Alors que si on est complice avec la personne, on accepte ses erreurs beaucoup plus facilement. La Gounouillou, hein, on rappelle championnat de France des clubs. D'ailleurs, c'est cette semaine, il y aura un long format sur Golf Plus la semaine prochaine. Hein, absolument, c'est en train de se jouer actuellement et on vous proposera un long résumé la semaine prochaine et quelques images d'un Golf Plus le Mag lundi prochain aussi. Format de double donc pour ce Zurich Classic, format très intéressant. Évidemment, en année de Ryder Cup, vous en avez parlé Julien, pour tester, pour entretenir la complicité déjà existante avec son binôme. On a sélectionné plusieurs paires. D'abord une première paire qu'on pourrait retrouver côté européen, qu'on a déjà vu côté européen en Ryder Cup en 2014 et 2016. C'est Rose et Stenson. Et cette semaine, la complicité, elle a été très très loin. Regardez, Rose qui termine en caleçon. Racontez-nous, Cyril, ce qui s'est passé. Il a mis tout simplement sa balle dans l'obstacle d'eau. On la devine d'ailleurs juste à côté. Et pour jouer ce coup, pour éviter de se salir,
il s'est mis en caleçon pour jouer. Alors c'était en 4 balles, là, puisqu'Henrik Stenson, lui, s'était mis déjà sur le green. Mais bon, ça a rappelé des souvenirs à Henrik Stenson, parce qu'Henrik Stenson avait déjà fait ce type de coup. Alors lui, il avait poussé le bouchon encore plus loin, et s'était mis carrément torse nu en caleçon, Henrik Stenson. Voilà. Après, il faut oser, il faut être bien bâti, quoi. Rose, il a gardé le t-shirt, on ne sait pas ce que ça veut dire. Autre paire possible, regardez, autre petit geste de complicité côté américain, Watson-Kuchar. Là aussi, ça s'est très bien passé. La petite tape amicale. Oui, à chaque fois qu'il faisait birdie, en fait, celui qui faisait birdie recevait une claque de l'autre. Voilà. Bon, pas une claque violente, hein, mais quand même une petite claque. Thierry ? Ouais, pas mal. Ouais. Alors, s'il y a 2 joueurs vraiment qui sont à l'opposé l'un de l'autre, ce sont ces deux-là, hein, quand même. Hein, Kuchar et Bubba Watson, rien à voir. Et pourtant, ça s'est bien passé cette semaine pour eux ? Oui, alors ils ont un petit peu moins bien fini le tournoi parce que ça a été plus difficile en foursome pour les deux. Mais globalement, l'entente a été très sympa. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils fassent un eagle pour voir ce qu'ils auraient pu faire comme manifestation de joie. Là, ça aurait été la double claque. Voilà, on aurait franchi un cap en termes de violence, peut-être, je ne sais pas. Le coup de poing, peut-être, ça aurait été un peu violent quand même. Tournoi en double, on l'a dit cette semaine. Tournoi qui innove également dans la formule, hein, au-delà du format de jeu, avec une petite touche de modernité, de la musique au départ du 1. Et côté style, écoutez, on a tout eu. Hein. Hakuna Matata, on a oui, reconnu. pour les Sud-Africains, logique. Ah ouais, pas mal, Summer Race, là. Ah oui, il y a du déhanché. Hein. Oui, il y a du déhanché en plus de la musique, styles musicaux très très variés. Donc on l'a vu. On a choisi quelque chose pour vous, Julien, Cyril, Thierry, quelque chose qui aurait collé pour vous trois avec Nicolas Fabre en régie. On s'est dit que ça aurait pu marcher. Julien, c'est ce que vous aviez choisi, non, au départ du 1 ? Bien sûr. Alors moi pour vous, j'aurais choisi les démons de minuit aussi. Ils vous entraînent jusqu'au bout de la nuit. Alors c'est pas pour vos virées nocturnes, messieurs, ça on ne veut pas savoir, mais parce que vous entraînez les gens qui nous regardent jusqu'au bout de la nuit aux commentaires. C'est vrai, c'est pas faux. Ça vous aurait plu ? Oui, on est preneur de tout, parce que déjà de jouer ce tournoi, ça nous aurait fait plaisir. Donc ça aurait été bon. Bah, surtout à moi, vous encore, Julien. Jean-Jacques, vous auriez choisi quoi comme musique ? Ah, je ne sais pas, parce qu'avec mes 2 prothèses de genoux, je ne sais pas ce que j'aurais pu danser. Mais pour chanter, il n'y a pas besoin des genoux. J'ai jamais réussi à être dans une chorale. Les Quand je corons. voulais y aller, parce qu'il y avait une journée de congé, c'était la meilleure chorale du département. Les corons, Jean-Jacques. Ouais. Ah, les corons, oui. Oui, les corons, éventuellement. Oui. Plus sérieusement sur cette musique, sur cette formule, sur cette petite touche de modernité, vous qui organisez un tournoi, est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens ? Je pense qu'il faut que ça soit relativement convivial et que les gens s'amusent. Bon, il ne faut pas... Et à mon avis, les gens n'aiment pas, si vous voulez, les tournois qui se gagnent, mettons, en moins 25. Ils se disent, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est pas normal ou ça n'a pas été préparé d'une façon suffisamment sélective. Bon, par contre, ceux qui se gagnent au par ou choses comme ça, non plus, ils se disent, je ne vais jamais les jouer sur ce parcours-là. Donc, il faut que les gens puissent rêver. Il faut qu'ils puissent rêver et il ne faut pas que les joueurs soient trop contraignants. Hein, quelquefois, je dirais qu'ils ont des cadets qui essayent d'obtenir le silence, comme ça, très bien. Mais il ne faut pas que ça aille trop loin non plus. Vous leur donnez des consignes, vous, par exemple, aux joueurs avant le début du tournoi ? Ah, surtout pas. Surtout pas. Je refuse de m'occuper de la partie sportive. Parce que j'ai déjà vu des tournois où ils ont failli en arriver à la bagarre. Hein. Et sur les à côté, justement, sur la musique, sur ces petites nouveautés, au-delà du jeu, vous en pensez quoi, vous ? Bon, je pense que si ça peut rendre le golf, je dirais, plus ludique, détendre les gens, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais le golfeur est tellement compliqué qu'il suffit qu'il n'aime pas cette musique-là. Hein. Là, ils la choisissaient, hein, leur musique. C'est eux qui la choisissaient quand même. Ouais. Ouais, non, mais c'est eux qui la choisissent. Mais si jamais ils entendent à côté la musique du voisin, ils vont dire non, ça va plus. Non. En exclusivité, tiens, pour Golf Plus le Mag, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés dans l'édition de votre tournoi cette année ? Des nouveautés ? Oui. Non, pas énormément de nouveautés. On a agrandi un green au 18, je dirais, pour avoir une autre position de drapeau. Je ne sais pas s'ils la prendront. Généralement, le Tour européen, le Challenge Tour,
attend 2 ans avant de la valider. Dans les nouveautés, on va essayer de voir s'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment très sérieux avec vous et d'avoir, pourquoi pas, du direct en fin de jeu, puisqu'on est juste avant l'US Open, si on peut monter quelque chose. Je pense que ça pourrait être très positif pour, je dirais, la promotion du golf. Mais il faut qu'on arrive, si vous voulez, à intéresser d'abord le Challenge Tour, et après qu'on voit si on peut faire quelque chose avec la région, puisqu'on s'appelle les Hauts-de-France. Ils ont décidé de choisir parmi les sports ceux qui sont en tête, et là on a peut-être une occasion de promouvoir quelque chose. Donc ça pourrait être une grande nouveauté, ça, parce que ça n'existe pas. Sur la formule, les formats de jeu, Julien, aller vers plus en plus de spectacles pour attirer le public, les sponsors également, c'est vers ça qu'il faut aller? Oui, c'est déjà ce que fait le PGA Tour depuis longtemps. Et je pense qu'en Europe, sur certaines choses, il faut s'en inspirer. Il y a aussi tous les à côté pour les spectateurs qui sont extrêmement développés. Après, la différence, je pense, c'est que malheureusement, on n'est pas dans le même système économique. Et développer des à côté, quels qu'ils soient, coûte à chaque fois de l'argent, même des petites idées. Et bon, déjà, certains tournois se battent pour avoir des financements. Donc c'est difficile d'aller mettre en place des à côté pour les spectateurs ou pour les joueurs. Donc voilà, c'est une lutte qui est un peu inégale, mais d'une manière générale, oui, je trouve qu'il faudrait essayer de tendre vers ça pour que le golf soit une vraie fête à chaque tournoi. Voilà, c'est relativement compliqué, excusez-moi, mais là, le week-end dernier, on avait le handi-golf, et on avait des handi-golfeurs qui jouent quand même extrêmement bien. On n'a pas pu amener des jeunes pour le voir, parce que c'était les vacances scolaires. Donc il faut que les dates qu'on nous donne soient des dates, si vous voulez, qui sont conformes pour pouvoir les amener, leur montrer ce qui se passe. Parce que quand vous avez une démonstration qui est faite par Manuel de los Santos ou Adem Wabi, les jeunes, il n'y en a pas un qui bronche. On va reparler effectivement de votre compétition et également des enfants, des jeunes qui se tournent vers le golf. Le programme d'abord de la semaine rapidement sur le PGA Tour, Cyril. Oui, avec le Wells Fargo cette semaine, qui est l'un des gros tournois quand même de la saison sur le PGA Tour. C'est Brian Harman qui l'avait emporté l'an dernier, le gaucher géorgien, avec un coup d'avance sur Dustin Johnson et Pat Perez. Tournoi qui se joue donc sur le superbe parcours du Quelolo Club en Caroline du Nord. Et puis ce sera aussi l'occasion de revoir Tiger après le Masters s'il revient à la compétition. Alors les horaires pour voir ce tournoi, jeudi et dimanche 20h minuit, de jeudi et vendredi 20h à minuit, samedi et dimanche 19h minuit, ce sera Marc Farry qui sera à mes côtés pour commenter cette épreuve. Vous gardez la main, Cyril, on évoquait tout à l'heure les paires, les possibles paires en Ryder Cup. Justement, on fait le point comme chaque semaine sur les deux équipes de Ryder Cup, pas de changement cette Voilà, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Aucun changement, statu quo pour l'instant dans les équipes de Ryder Cup, que ce soit du côté des Européens ou des Américains. Allons-y pour les équipes qui seront pour l'instant, en tout cas sur le papier, aligné par les capitaines. Du côté européen, vous le voyez, ça n'a pas changé, on l'a dit. Vous voyez qu'aussi Alexander Levy est 15e du côté du classement mondial et 9e du côté du classement Europe. On rappelle qu'il y a 4 choix du capitaine, en plus de ces 8 joueurs choisis par les points, enfin sélectionnés par les points. Et puis du côté des Américains, c'est une équipe aussi qui a fière allure pour l'instant, avec de très très gros frappeurs. Et il y aura bien sûr là aussi les 4 choix du capitaine Jim Furyk. On parle justement de cette prochaine Ryder Cup fin septembre en France pour la première fois. Et bien justement pour promouvoir le golf dans notre pays, en marge de cette Ryder Cup, un programme a été lancé dans certaines écoles. Ça s'appelle Mon Carnet de Golf. Et pour l'occasion, Grégory Prat et Amandine Moraim sont retournés en classe. Regardez. Dans cette école de la banlieue ouest parisienne, chaque hiver, les CM1 partent au ski. Cette année, le budget a changé de terrain de jeu. Alors, Jim Furyk, c'est qui? Vous avez trouvé quoi au niveau de son palmarès? Ah bah c'est bien, c'est bon. À l'approche de la Ryder Cup dans la région, communes, éducation nationale et Fédération française de golf ont développé des programmes de sensibilisation à la discipline. Camille Paillargue a été conquise. Ah, c'est en anglais. C'est un moyen de travailler tous les apprentissages. On travaille aussi l'apport du numérique. On peut travailler au niveau du français, puisque là, ils vont rédiger une sorte de biographie. On peut travailler les mathématiques. Donc, on décline le golf dans tous les domaines. Et c'est une façon un petit peu détournée pour certains enfants d'entrer dans les apprentissages. La dernière fois, on a travaillé à partir de Mon Carnet de Golf sur la carte de score de Martin Keimer. Donc Mon Carnet de Golf, qui nous a gentiment été donné par la Fédération de Golf, nous permet d'avoir un support, donc à partir de textes ou de petits exercices qu'on peut travailler en classe. À la page d'après, vous devez additionner
le score de chaque joueur. Donc Sergio Garcia, il a gagné 2 plus 3. Ça fait 5, on est d'accord? Ah non, faut que je calcule 31 plus 37. Ça fait 68. On peut développer l'entraide, le tutorat, c'est-à-dire aussi un élève qui va expliquer à un élève qui a moins compris. Ça développe la collaboration. En 5 ans, plus de 3000 élèves de CM1 et CM2 auront profité de cet outil et d'une mise en pratique de luxe. Qui n'a pas encore de crayon, vous l'avez vu avec Camille en classe, le score, on ne va pas le marquer à côté du trou, on va le marquer au départ suivant. C'est au Golf National, sur le site de la Ryder Cup 2018, que cette classe bénéficie de 10 après-midi de golf, encadrés par 2 entraîneurs de l'académie, Graines de Champion. Ce qui est prévu dans le golf scolaire, c'est à la fois du travail sur le putting et en même temps du travail sur le dosage, sur le chipping. Donc ils vont apprendre à dépasser le club correctement en ayant une phase de club et un chemin de club en relation avec un couloir qu'on leur a défini. Yes, super, très très bien. Donc l'objectif c'est de frapper où? Fais-moi voir avec ton doigt. Yes. Dis donc, t'as l'air drôlement fort. T'en avais déjà fait avant l'école? Non. Les parents de ces enfants de 9 ans ont eux tout de suite vu les progrès de leur progéniture, en golf, mais pas que. Moi j'ai un enfant qui à la maison bouge beaucoup et sur un terrain de golf il reste assez calme. Il se concentre beaucoup plus. Il y a aussi le fait d'être dans l'espace naturel, au milieu de la nature, avec le calme qu'on peut avoir sur un parcours de golf. Élèves doués en classe ou en difficulté, sur le green les compteurs sont remis à 0 et tous se sont investis. Ça fait combien? 4. Ça fait 4. Ça va par 4. C'est notre 3e ou 4e séance avec eux, donc c'est du vocabulaire qu'ils entendent de plus en plus régulièrement. On a été même surpris, la première séance, il faisait pas très beau, on était au practice. En général, on met 10-15 minutes à leur expliquer les consignes de sécurité. Et là, en fait, la moitié du boulot était déjà fait. Du coup, ça nous a permis de jouer plus vite. Alors, qui a gagné? Le vent glacial qui souffle ce jour-là ne les arrête pas. Mais après 1h30 de golf, il est déjà l'heure de retourner en classe. De grandes idées plein la tête. Ça passe toujours trop vite, donc c'est ça aussi aimer le golf, c'est venir avec n'importe quel temps. Donc je crois qu'ils ont bien pris goût à l'activité et même s'il pleut, c'est pas grave, ils reculent pas. Qui est-ce qui veut devenir golfeur? Je crois que vous avez gagné. Voilà, sujet d'Amandine Moraïm. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Jacques Durand, d'amener la jeunesse au golf, d'amener même les enfants au golf. Ça passe par là, la promotion du golf, c'est la clé? Ah, ça passe absolument par là. Nous, on a réussi à obtenir du département qu'il nous donne un moyen de transport pour que les élèves du collège viennent se mettre au golf. Et je crois que là, maintenant, on en a un qui est au lycée et qui joue au golf. Son père va s'y mettre. Mais quand il passe du collège au lycée ou dans plusieurs lycées, il est impossible de faire une synchronisation entre les différents lycées sur les temps de sport et sur tout ça. Et donc là, il y a, je pense, un effort qui devrait être fait par la fédération et les ligues, parce que ces jeunes qui sont souvent dans des collèges où il n'y a pas énormément d'argent, ils grandissent, il leur faut des chaussures, il leur faut un pantalon de pluie ou un coupe-vent, il leur faut des blousons, il leur faut des choses comme ça, et les parents n'ont pas les moyens. Et au golf de Saint-Omer, vous avez d'autres initiatives justement en direction des petits? On essaye de développer ça, si vous voulez, et on essaye de développer autre chose, qui est le handi-golf. On a toutes les semaines, on a 5 ou 6 associations qui viennent se former au golf, et on va devoir passer de 1 après-midi à 2 après-midi par semaine, parce qu'on a de la demande. Et c'est quelque chose sur lequel, je dirais, les gens en situation de handicap ou les autistes aiment bien se retrouver. Alors, il y a effectivement des autistes qui ne joueront jamais au golf parce qu'ils sont tellement atteints, les malheureux, qu'eux n'y arrivent pas. Mais le fait de voir la satisfaction, si vous voulez, quand ils arrivent à taper un coup, je pense qu'on a gagné quelque chose. Hein, c'est l'autre domaine qui vous tient à cœur, le handi-golf. Vous en avez parlé au tout début de l'émission. Vous organisez également le Pas-de-Calais Handi-Golf Open. C'était ce week-end. Ça s'est passé comment ? Ça s'est fort bien passé. Et je dirais qu'on a réussi à jongler avec la météo. Et celui qui a mené au premier tour, c'est un Irlandais qui était haut comme 3 pommes. Il n'a joué qu'un au-dessus du par.
Et donc, c'était pas... Mais il balance des trucs incroyables. Hein. Et hier, il a gagné, mais Ahmed, qui avait gagné l'année... Pas Ahmed. Adem, qui avait gagné l'année dernière, bah lui, il a joué le par, hein, tranquillement. Il a joué un au-dessus à l'aller, et puis -1 au retour. Et donc, ils vont être tous les deux, si vous voulez, invités au Pro-Am du mois de juin. Et je pense que ça va être un spectacle assez extraordinaire. Pourquoi c'est si important pour vous, le handi-golf ? Bah, ma famille a toujours été plus ou moins impliquée, si vous voulez, dans le handicap. Ma mère faisait de la catéchèse à des handicapés. Bon, mon épouse a continué. Maintenant, c'est plus des handicapés physiques ou mentaux, c'est plutôt des handicapés de la vie que vous voyez. Mais je pense que c'est quelque chose qui mérite surtout cela, qu'on s'occupe d'eux. Quand vous voyez... mais pourquoi via le golf ? Pourquoi, selon vous, le golf est le parfait vecteur, justement ? Alors, le golf est très bon parce qu'il demande une certaine concentration. Et on a eu un jeune qui a commencé le golf chez nous. On trouvait que c'était bizarre parce qu'il tapait sa balle, puis après, boum, il s'en allait, il s'occupait de personne. Bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler, Vincent Elie. Bon, Vincent, je dirais qu'il est à 2,7 maintenant. Hein, et il veut devenir au moins pro-enseignant. Pensez qu'un autiste veut devenir pro-enseignant et il a fait de la formation l'année dernière à d'autres autistes. Bon, alors, avant, il ne parlait pas. Maintenant, il vient, il dit bonjour, il ne parle que de golf. Mais on a gagné. Je pense qu'on a gagné. Et en plus, il a des capacités de concentration que je pense beaucoup de golfeurs n'ont pas. C'est un peu le principe de l'autisme, si vous voulez. Thierry ? S'il parle que de golf, il est comme tous les autres golfeurs, finalement. Absolument. Non, mais absolument. Non, mais... Et honnêtement, si vous voulez, passer 2 jours ou 3 jours avec toutes ces équipes-là, ça n'est que du bonheur. Parce qu'ils n'ont aucun problème. Et je ne vais pas critiquer tous les pros de golf, mais quand ils ne jouent pas bien, ils ne sont pas franchement agréables. Hein, tandis que c'est sourire jusque-là, merci de vous occuper de nous. Hein, c'est pas « Ah, vous n'avez pas retrouvé ma balle dans le rough, qu'est-ce que vous foutez hein, bon, vous avez essayé, bravo, merci. » Et ils sont tous pareils. Et pensez que vous avez des gens qui, sur une jambe ou même sans main, hein, comme un Anglais qui était là hier, qui arrive à envoyer à 150 mètres ou 180, c'est fantastique. Thierry ? Je crois qu'il est essentiel de dire, alors ce dont on vient de parler, le handi-golf ou encore le golf scolaire hein, que l'on vient de voir dans le reportage précédent, il est essentiel de dire aux gens qui ne connaissent pas le golf, venez nous voir, ce n'est pas un sport élitiste, c'est un sport pour tout le monde. Il faut que tout le monde comprenne que le golf est un sport pour tout le monde. Et lorsqu'on aura commencé à faire comprendre cela, eh bien, on aura gagné. Oui. Alors, avec les enfants, avec les personnes en difficulté physique, c'est un travail de chaque joueur. Et beaucoup de gens le font. Hein. Jean-Jacques le fait dans son club. Je sais que Julien le fait dans son club. J'allais le dire, Julien, vous êtes professeur également. Vous avez un golf. Et vous avez des tout petits. Ça démarre très, très tôt. Ouais, nous, on a fait, comme dans plein d'autres golfs, une classe de baby golf qui est gratuite et qui permet d'initier. Alors, c'est vraiment de l'initiation. On va essayer de leur faire apprécier quelques fondamentaux du golf, mais à travers des jeux, à travers des choses assez ludiques. Parce que, oui, c'est un sport qui, quand il est commencé tôt, permet en plus du sport en lui-même de donner des valeurs, je trouve, qu'on retrouve dans peu de sports. La concentration, le respect des règles, la convivialité. Enfin, il y a vraiment beaucoup de valeurs éducatives. Et quand on commence tôt, c'est encore plus bénéfique. Et je pense que ces valeurs peuvent être reconnues. Nous, on a déposé un dossier auprès de la préfecture, si vous voulez, et on a démontré les qualités de formation du golf. Ce qui fait que les gens qui peuvent aider le handi-golf chez nous peuvent bénéficier de la défiscalisation, si vous voulez, de ce genre de situation. Ce qui est très bien. Parce que quand vous dites « je fais ça », les entreprises vous disent « c'est formidable ce que vous faites ». Puis après, s'il vous plaît, bah écoutez, on verra. Oui, on verra demain. Hein, il ne se passe rien. Donc il faut qu'on arrive, si vous voulez, à ce que tout le monde le prenne en charge. Ça passe par qui ? Vous visez certaines personnes, certains organismes ? Non, mais je pense que le fait de demander, par exemple, à un club d'entreprise de s'occuper du handi-golf, ça peut être un projet. Parce qu'on peut soit acheter du matériel, soit acheter un paragolfeur, soit acheter des choses comme ça, et développer la chose. Et c'est comme tous les projets d'entreprise, si vous voulez. Il faut passer par ça, mais il faut aller les prendre un par un. Hein, on les prend, et puis si on ne les prend pas un par un, on ne les a pas.
Thierry, rapidement. Si vous me permettez, juste par rapport au sujet qu'on a vu sur les enfants à l'école, c'est quelque chose qui est très localisé et en rapport avec la Ryder Cup. C'est dans les Yvelines. Voilà, dans les Yvelines. C'est formidable, c'est la Fédé qui a monté ça. Mais je crois qu'il faut le faire partout. Il faut le faire partout. Et ça passe par les conseils généraux, ça passe par les académies. Il faut que tout le monde essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Et tous ces enfants pourront envoyer leurs questions, leurs vidéos à Nicolas Alain. C'est le moment du conseil technique. Et cette semaine, Nicolas répond à Christopher. Christopher, quand on m'annonce un golfeur qui a moins de 2 ans de golf et qui est 10 d'index, je me doute qu'il doit faire des choses très bien avec sa technique. Et c'est particulièrement vrai dans votre cas. Alors Christopher, comme je l'ai dit dans l'introduction, votre technique, globalement, elle est très bonne. Et on va le voir dans les images de votre swing. On part sur une très bonne posture. De face, on a la posture, le grip, on dirait quasiment un joueur professionnel. Donc ça, c'est excellent. Ensuite, pour ce qui est de la prise d'élan, le club va aller bien se placer en haut. Et on va voir notamment un très beau différentiel entre la rotation des épaules, l'épaule gauche qui vient bien derrière la balle, et les hanches, le bas du corps qui reste bien dynamique. Ensuite, le début de descente. Début de descente par le bas du corps qui commence à se dérouler, le club qui revient bien, et au travers de la balle, les hanches qui continuent, et le finish qui se fait au-dessus de la jambe gauche. Donc quand on voit ce swing en image, on a un très très bon swing de golf. La technique, globalement, elle est très bonne. Il y a juste un tout petit détail au niveau technique, c'est qu'au travers de la balle, on manque un tout petit peu d'extension. Et pour cela, vous pourrez faire un petit exercice avec le ballon, faire des gestes avec un ballon comme ceci pour sentir qu'on lance le ballon loin de soi et petit à petit trouver du relâchement au travers de la balle, trouver de l'extension dans les bras. Donc d'abord, on le fait, cet exercice, c'est à l'échauffement. On fait quelques swings pour sentir que les bras s'allongent. Et puis ensuite, quand on sent bien la position, on essaie de lancer le ballon le plus loin possible vers l'avant. Donc ça, c'est vraiment la petite touche technique. C'est un exercice à faire à la maison ou au practice à l'échauffement. Et ensuite, l'exercice que je vais vous donner, ça va surtout être un exercice d'adresse et de coordination. Je dirais plutôt un exercice d'entraînement plutôt qu'un exercice de réglage technique. Et cet exercice, ça va être de taper des balles avec tous les clubs de votre sac à la même distance. Ça, c'est la première variante de l'exercice. Donc, on va partir avec le pitching wedge. Moi, personnellement, mon pitching wedge, je le tape à 115 mètres à peu près. Et donc, je vais taper mon pitching wedge et ensuite mon fer 9, mon fer 8. Dans les images, on voit mon pitch, on voit mon fer 7 ensuite que je mets à la même distance à peu près. Et je vais monter comme cela jusqu'au driver en essayant de taper la même distance avec tous les clubs de mon sac. Donc, un exercice d'adresse, de coordination qui va vous donner beaucoup de feeling, beaucoup de rythme. Deuxième variante de cet exercice, on va garder un club et cette fois-ci, on va taper plusieurs distances différentes. Donc moi, je prends mon fer 7 dans les images. Mon fer 7, normalement, je le tape autour de 140 mètres. Donc là, je vais essayer de le taper à 50% de la distance, donc autour de 75 mètres. Ensuite, autour de 110 mètres, 75% de la distance à peu près. Et ensuite, quasiment à plein, autour de 150 mètres. Donc deux manières de faire cet exercice. Un exercice de rythme, de feeling, qui vous donnera, encore une fois, beaucoup de connaissances sur votre jeu, sur votre swing. C'est vraiment un exercice d'entraînement plus que de réglage technique. Donc si je résume, on a un bon swing. Maintenant, on essaye d'apprendre à l'utiliser au mieux. Christopher, avoir un bon swing, c'est la première étape pour devenir un bon golfeur. Mais une fois que la technique est en place, il faut savoir l'utiliser au mieux. Et grâce à cet exercice, vous allez développer votre feeling, votre adresse, la coordination dans votre gestuelle et une donnée qui est très importante, on en parle tout le temps, un bon rythme. Donc faites cela à l'entraînement, faites-le plein de fois et vous verrez au fur et à mesure, votre connaissance de votre swing sera plus grande et votre jeu bien meilleur. Bon entraînement. Et n'hésitez pas à envoyer vos questions, vos vidéos à l'adresse qui s'est affichée en bas de votre écran. L'anniversaire de la semaine, c'est celui de Rory McIlroy, l'ancien numéro 1 mondial, qui souffle ses 29 bougies cette semaine. Mais si on approche de la fin de l'émission, c'est la tradition. Rejoignez-moi, Jean-Jacques Durand. Oui, il faut se lever pour la petite photo souvenir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques de Canal emmenées aujourd'hui par Jérôme Ramos. Merci à Nicolas Fabre à l'édition. Merci à vous d'être passé. On rappelle votre tournoi, les Hauts-de-France Golf Open, tournoi du Challenge Tour. Ce sera du 14 au 17 juin prochain. Oui. C'est bien ça? On vous souhaite quoi? Un Français qui gagne? Non, un bon anniversaire le 16 juin. Eh bien, un bon anniversaire le 16 juin. Combien de bougies? Il faut le dire maintenant que vous avez dit que ce serait votre anniversaire. 77. 77, pas mal. Vous avez encore 20 ans de compétition devant vous. Il y en a déjà 22 pour la 42e. On se retrouvera pour la 42e édition. Okay. Merci à vous de nous avoir suivis, messieurs. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Oh,